Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce grand journal sur Radio J. Premier grand oral, grande interview télévisée de Kamala Harris sur CNN, comme le veut la tradition. Elle était accompagnée de Tim Walz, son colistier. La candidate démocrate a donc franchi une première étape fondamentale avant le débat qui, normalement, doit l'opposer à Donald Trump le 10 septembre prochain. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette intervention télévisée de Kamala Harris, notamment en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et Israël ? Alors, ce qu'on va retenir d'abord, c'est la clarté des propos de Kamala Harris, et c'est quelque chose qui était beaucoup critiqué. On disait que elle avait simplement du flou dans sa tête et qu'elle ne parlait donc pas aux médias. Eh bien, elle nous montrait que c'était le contraire, et en particulier sur la relation avec Israël. Vous avez raison de le souligner, puisque c'est la grande nouveauté de cette interview. Elle a parlé de politique étrangère, ce qu'elle n'avait pas fait pendant la convention, et elle ne l'a pas fait sur tous les secteurs de la politique étrangère, mais effectivement uniquement sur le Proche-Orient, avec une ligne assez claire. Et comme je disais, la clarté, c'est quand même le maître mot de cette interview. Elle soutient Israël quoi qu'il arrive, et ce soutien est extrêmement ferme, y compris pour les ventes d'armes à l'Iran, pour alimenter le dôme de fer. Tout cela ne changera pas si elle est présidente, dit-elle, mais il y a une nuance quand même dans les propos de Kamala Harris par rapport à Biden, c'est que elle s'aventure sur d'autres terrains dans lesquels on n'a pas beaucoup entendu Biden, c'est vrai, pendant sa présidence, notamment sur les colonies, dans lesquelles elle explique que il y a un problème et qu'il faut que ces colonies soient remises en question, et que on mette tout sur la table pour pouvoir aller vers un plan de paix. Et le plan de paix, pour elle, passe par une solution à deux États sur lequel il faut avancer davantage et plus rapidement. Cette solution à deux États, Jean-Éric Brana, c'est pas quelque chose de nouveau dans la politique américaine. C'est même la ligne qui existe depuis des dizaines d'années. En revanche, peut-être ce qu'il faudrait souligner, c'est pourquoi Kamala Harris a fait ces déclarations précisément sur Israël. Ces propos, ils étaient destinés à qui exactement ? Alors, ces propos sont destinés, il y a deux cibles en réalité. La première cible étant d'Israël, elle concerne Netanyahou, en lui disant, écoutez, vous êtes très bien entendu avec Biden, vous le connaissez depuis très longtemps, vous avez des habitudes, avec moi ça va être différent, on va mettre tous les dossiers sur la table, comme je le disais, et on va être un peu plus clair. D'ailleurs, elle parle de transparence dans les responsabilités, donc là aussi, il y a presque un avertissement vis-à-vis de Netanyahou, avertissement très très fort, sur le fait qu'il faut il faut protéger les populations locales civiles, qui doivent être protégées du point de vue de Kamala Harris un peu plus fortement, et reconstruire les infrastructures. Donc elle va très loin là-dessus. Et puis il y a bien sûr cette aile gauche aux États-Unis qui est toujours là, qui continue à manifester. On a vu notamment Ilhan Omar manifester pendant la convention démocrate avec les manifestants devant même la convention à Chicago. Mais c'est vrai que cette opposition s'est réduite comme peau de chagrin, il faut quand même le dire, puisque ces manifestations où on attendait près de 20 000 personnes, il n'y en a eu que 2 ou 3 000. Et puis, ceux qui restent se sont tournés vers une autre candidate qui s'appelle Jill Stein, qui est la candidate du Parti des Verts, qui a pris un colistier musulman palestinien et qui, effectivement, récupère aujourd'hui cette grogne dont pour Kamala Harris, c'est une affaire un peu réglée sur le terrain intérieur, et désormais ça lui permet d'être aussi plus à l'aise pour parler de son soutien à Israël, ce qu'elle a fait hier soir. Je dois dire, encore une fois, je répète le mot, pardon de ce côté répétitif, mais très clair, il n'y a plus de doute là-dessus. C'est donc un point en politique étrangère qui ne posera plus de problème. Comment réagissent les milieux juifs américains, notamment communautaires, connus, institutionnalisés, à ce qu'a dit Kamala Harris ? Alors, j'ai pas vu de réaction là pour l'instant. Il faut dire que on est le matin là aux États-Unis, donc pour l'instant les réactions sont pas encore vraiment montées. Il y a eu des réactions politiques, mais sur les milieux juifs, on va attendre que ça monte.
on sait que les relations avec Kamala Harris sont plutôt bonnes. Elles le sont depuis longtemps. Kamala Harris est une invitée à l'AIPAC. Elle a expliqué à de nombreuses reprises son attachement à Israël et même son amour pour Israël. Elle a eu l'occasion de raconter son voyage à Jérusalem, son passage par les différents sites saints d'Israël. Et puis, elle a même raconté à l'AIPAC l'histoire du ver brisé pendant son mariage. Donc, il n'y a pas de problématique Kamala Harris dans le milieu juif américain. Ceux qui sont fermement démocrates, c'est la très grande majorité, sont totalement derrière Kamala Harris. Ceux qui sont conservateurs sont anti-Kamala Harris. Là-dessus, ça va pas changer fondamentalement les choses avec ce qu'elle a dit hier soir. Kamala Harris, vous nous avez dit, elle a parlé effectivement d'Israël, du problème que pose pour l'administration américaine les implantations. Est-ce qu'elle a parlé du Hamas aussi ? Bien, oui, elle a parlé du Hamas, bien sûr. Elle condamne le Hamas, mais ça, elle le fait depuis le départ. Hein. Elle l'a fait dès le 7 octobre. Là aussi, c'est extrêmement clair. Hein. Elle a d'ailleurs rappelé le droit à Israël à se défendre. Alors, ça paraît anecdotique, mais vous en parlez sur votre radio, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il faut rappeler à chaque fois. Hein. Un pays a le droit de se défendre quand il est attaqué. Le terrorisme est un des fléaux de notre temps, certainement du 21e siècle, et Kamala Harris le considère comme tel. Donc là-dessus, le Hamas, dans sa tête, est un groupe terroriste. Il y a pas de zone d'ombre là-dessus dans les paroles de Kamala Harris, en tout cas dans sa parole publique. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit qui laisse penser autre chose. Jean-Éric Brana, vous soulignez effectivement que au Parti démocrate, ces protestations anti-israéliennes, elles se présentent comme pro-palestiniennes, mais il faut aussi les prendre pour ce qu'elles sont, anti-israéliennes, avec des relents antisémites. Vous dites désormais, il n'y en a plus vraiment parce qu'ils sont partis du côté de la candidate des Verts. Oui, mais au final, cette élection, elle va bien se jouer entre les démocrates et les républicains. Donc, cet électorat qui est parti chez les Verts, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que Kamala Harris n'a pas intérêt aussi à tenter d'en récupérer une partie? Parce qu'au final, il y a des risques pour que ce soit très serré. Alors absolument, non seulement il y a des risques, mais c'est très serré, il faut quand même le dire, quoi qu'on puisse entendre ici ou là, on est toujours dans effectivement une lutte au couteau. Hein. Les deux candidats sont très proches l'un de l'autre. Sur Israël, Donald Trump et Kamala Harris n'ont donc pas vraiment de différence dans une approche, si ce n'est dans les rapports intrinsèques qu'ils ont avec Netanyahou, ou pour Donald Trump, son rapport aux Palestiniens qui est beaucoup plus éloigné. Maintenant, pour ceux qui sont partis, non, Kamala Harris ne va pas courir après. Elle est en train de parler globalement à la jeunesse indécise, à celle qui vient maintenant dans les urnes. Mais son problème numéro un n'est pas cette partie qui se trouve donc autour de là où avait lieu la convention, ce qu'on appelle la petite Palestine, ou alors à Dearborn dans le Michigan, voire dans le Wisconsin ou Minnesota, où il y a également une forte population musulmane, ou alors encore une fois du côté de la Pennsylvanie, où il y a effectivement un groupe assez étendu. Non, sa problématique aujourd'hui, elle est plus de parler à la jeunesse de façon globale pour lui expliquer pourquoi elle doit voter, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle se tourne vers la gauche, puisqu'il se situe plutôt à sa gauche, ces populations, mais elle leur parle globalement d'un tas d'autres sujets. Elle leur parle d'une économie plus inclusive, l'économie d'opportunité dont elle a parlé cette nuit. Ce nom était intéressant d'ailleurs, puisqu'elle nous l'apprenait. Avec un accès au logement, avec une aide à la maternité, un blocage des prix alimentaires, une lutte contre l'inflation. Vous voyez, on est dans la vie quotidienne en réalité. Et puis de façon plus globale, il y a la lutte pour le climat qui est aussi une préoccupation de cette jeunesse de façon forte, et l'inclusion de façon générale avec l'acceptation de toutes les religions, de tous les groupes quels qu'ils soient. Alors ça, c'est quelque chose qu'elle peut faire
assez facilement parce que elle le représente. Elle est femme, elle est afro-américaine et indienne en même temps. Elle est multiconfessionnelle en étant à la fois baptiste et tamoul, hindou. Elle a épousé un juif. Donc, vous voyez, elle a de quoi parler de façon plurielle à ces gens-là. Et puis, elle a dans cette jeunesse un autre groupe qui nous éloigne de notre conversation, mais qui est le groupe hispanique, qui lui a fortement monté depuis la dernière élection. Ils étaient 27 millions pour les jeunes en 2020, ils sont 36 millions aujourd'hui. Et vous voyez, ces 9 millions-là, il faut leur parler aussi. C'est peut-être eux qui seront la clé. Donc, à mon avis, on va parler davantage à cette population maintenant. Et eux sont très loin, très très loin des préoccupations au Proche-Orient. Alors, pour en revenir à ce premier grand oral, c'était sur CNN de Kamala Harris. Donald Trump, normalement, doit débattre avec elle le 10 septembre prochain. Lui, qu'est-ce qu'il en a tiré? Qu'est-ce qu'il a dit? On sait qu'il tire souvent très fort sur Kamala Harris depuis le début de cette campagne. Qu'est-ce qu'il en a dit de ce premier grand oral de Kamala Harris? Et surtout, est-ce que Kamala Harris s'avère pour lui, vu le tableau que vous nous dressez, une candidate vraiment difficile, beaucoup plus difficile que s'il avait eu en face de lui Joe Biden? En tout cas, c'est ce qui s'était dit. Alors, écoutez, il y a quelque chose de très surprenant chez Donald Trump actuellement, c'est qu'il attaque Kamala Harris de front. D'ailleurs, la journaliste lui a fait remarquer cette nuit, et je parle à Kamala Harris en lui disant « Mais alors, qu'est-ce que vous avez à répondre ?» Elle a dit « Bah, toujours la même vieille rengaine. Question suivante. » On n'en parle pas et donc je ne réponds pas. Mais c'est vrai que Donald Trump attaque très fort par des insultes, mais aussi en la rabaissant. Et c'est ça qui me surprend, parce que quand on va avoir un débat avec quelqu'un, on n'a pas intérêt à rabaisser la personne en face, parce que si elle réussit bien, vu que l'attente va être bien moindre pour Kamala Harris à entendre Donald Trump et en comprenant ce qu'il dit, ça va être très difficile pour lui si jamais elle réussit bien, parce que forcément, même ses partisans vont dire, mais finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et elle Alors a des choses à pourquoi dire. il fait ça, Donald Trump? Là est toute la question. Je crois qu'il est. Alors ça a été beaucoup dit, hein, mais sans faire de la psychologie à dessous. Hein, je crois qu'il a été perdu une fois que Joe Biden a renoncé. C'était une surprise. Hein, c'était une énorme surprise, puisque quelques heures avant, Biden nous expliquait que le lendemain il serait en campagne. Et donc quand il annonce cela, je crois qu'il a pris tout le monde de court. On pensait que ça ne serait plus possible à ce moment-là. Eh bien, ça l'a été. Et donc, Kamala Harris s'est retrouvée propulsée sur le devant. Et ça a fait un énorme soulagement chez les démocrates, mais ça a fait une énorme crainte chez les républicains qui tout d'un coup se sont dit, mais qu'est-ce qui nous tombe dessus? Mais surtout pour Donald Trump, qui commence à être âgé. Il a 78 ans et qui devait changer complètement de campagne. C'est déjà pas facile à faire quand on est très jeune, en pleine possession de ses moyens, je veux dire, et je dis pas qu'il a pas la pleine possession de ses moyens, mais il a quand même son âge. Et c'est très difficile de se changer à 78 ans et tout d'un coup de tout réorganiser pour repartir en campagne. Alors pour l'instant, je crois qu'il est sur une erreur de stratégie. Elle devrait être corrigée dans les jours qui viennent. La campagne aux États-Unis, traditionnellement, commence le premier week-end de septembre. C'est la fête du travail, c'est-à-dire ce week-end. Alors, Donald Trump, on le connaît aussi pour ses propos un peu à l'emporte-pièce. On a vu récemment, pour en revenir à notre sujet, Donald Trump qui disait « Les Juifs qui votent démocrate n'aiment pas leur religion, n'aiment pas Israël, devraient avoir honte, etc. » Ces propos-là, quel impact ça a sur les Juifs américains? Parce que dans ce que vous nous décrivez, on l'a compris, ça sert à rien d'essentialiser le vote juif américain, parce qu'il y a des Juifs démocrates, républicains, et ils votent chacun de leur côté. Mais ça, quel impact ça a? Alors, aucun. En réalité, il a essayé de les bousculer. C'était malin, parce que en portant le regard des Juifs américains, et en particulier ceux qui voulaient voter démocrate, sur ce qu'il faisait pour Israël, et personne ne va nier qu'il a fait beaucoup pour Israël. C'est vrai qu'il a beaucoup donné, y compris en remettant la capitale à Jérusalem, en soutenant avec le Golan, avec les accords d'Abraham, qui sont des accords extrêmement importants et qu'il fallait conduire.
il voulait à ce moment-là dire aux Juifs des États-Unis, si vous êtes vraiment Juif et que vous aimez votre pays, vous devez voter pour moi, puisque je fais tout pour vous. Ce qu'il a oublié, c'est que ces Juifs américains sont d'abord américains. Et en réalité, ce qu'ils regardent, c'est bien sûr l'État d'Israël avec lequel ils ont un attachement de cœur. Mais ils ont leur vie quotidienne aux États-Unis et donc il y a toutes les autres questions qui comptent, que ce soit l'économie, la criminalité, l'inflation aussi de la même façon, le logement de la même façon, les infrastructures et toutes ces questions-là, elles comptaient aussi et peut-être aussi le comportement de leur président qui les a beaucoup concernés pour certains d'entre eux et ils l'ont dit de façon très forte et je pense notamment à tous ceux qui sont très connus à Hollywood et qui sont venus sur le devant de la scène pour le dire. Jean-Éric Brana, depuis la dernière élection aux États-Unis, il y a eu ce fait marquant, bien évidemment, le 7 octobre, qui est évidemment un traumatisme pour Israël, mais également pour tous les Juifs du monde, surtout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire avec une hausse exponentielle des actes antisémites. Est-ce que ça c'est susceptible de modifier le vote des Juifs aux États-Unis et dans quel sens? Puisqu'on en a parlé aussi au début, chez les démocrates, il y a toute une frange très à gauche qui a des propos très virulents contre Israël et parfois même contre les Juifs. Eva, juste si vous permettez de vous corriger sur un point, allez-y, c'est un traumatisme pour tout le monde, ce qui s'est passé le 7 octobre, juif ou non juif, c'est vrai que c'était une horreur. Et c'est vécu comme tel. Je veux dire, ces jeunes qui sont dans la fleur de l'âge, qui dansent, qui s'amusent, qui sont heureux et qui sont massacrés comme ça ne peut laisser personne indifférent à moins d'être inhumain. Voilà, je voulais juste vous rejoindre là-dessus, mais aller un petit peu plus loin. Alors pour les Juifs américains, bien sûr que ça a été extrêmement douloureux, et ça l'est encore. Mais la réponse américaine, elle a été à la hauteur. Pardon de le rappeler, mais Joe Biden est le premier chef d'État qui prend son avion et qui se déplace, et qui va sur place. Mais qu'est-ce qu'il est allé dire à Netanyahou? Et il lui a dit les yeux dans les yeux, il n'a pas dit dans le creux de l'oreille, on l'a tous entendu. Il lui a dit bien sûr vous avez le droit de vous défendre, bien sûr c'est une horreur, mais attention, ne faites pas l'erreur que nous avons faite, nous, Américains, après le 11 septembre. N'allez pas vous venger, parce que la vengeance est très mauvaise conseillère. Et bien sûr que c'est une tentation pour les hommes d'aller se venger. J'entendais d'ailleurs votre interlocuteur précédent qui parlait de tout cela, le rapport à l'altérité quand elle est difficile, quand c'est un monstre. C'est toujours très compliqué. Mais là, Biden était extrêmement sage en donnant ses paroles. Et après, il se passe ce qui se passe. Et les Américains juifs sont derrière Biden là-dessus, qu'il soit pour lui ou contre lui d'ailleurs. Je crois que tout le monde était dans le même état d'esprit, parce qu'en tant qu'Américains, ils ont vu que ça n'avait mené à rien et que au final, bien alors qu'il y avait un taux, vous vous en souvenez, après le 11 septembre, un taux de soutien de Bush pour aller en guerre qui était de 92%, eh bien il y avait eu un reflux, il n'était plus que 40% 5 ans après, et là on arrive dans les mêmes proportions. Aujourd'hui, à la guerre, au bout d'un moment, on se dit c'est plus possible. Et comment est-ce qu'on va en sortir? Et je crois que les Juifs américains sont sur cette ligne-là. D'ailleurs, Kamala Harris, pour revenir à elle, a parlé aussi de cette fin de guerre. Elle demande à ce qu'il y ait une voie vers la paix très rapidement et avec force. Je crois que ce sera un dossier prioritaire pour elle. C'est ce qu'elle a voulu nous dire hier soir en prenant cette question comme première question internationale. C'est toujours important de savoir quelle est dans la tête d'un président sa première question internationale. Eh bien, pour Kamala Harris, c'est Israël. Merci beaucoup Jean-Éric Brana. Je rappelle donc que vous êtes également auteur de Kamala Harris, l'Amérique du futur, paru en édition de poche. Merci beaucoup. Au revoir.